à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chers amis auditrices, auditeurs, bonjour. Il y a quelque temps, et je me réjouis de le retrouver, on avait un entretien avec Willy Créteny, vous vous rappelez ? Alors Willy Créteny, c'est quelqu'un qui, ma foi, fait parce qu'il prend le temps de le faire, parce que finalement on devrait tous être très interpellés par la condition avec laquelle on se fournit dès qu'on veut manger, et surtout si on décide de manger convenablement. Et puis de bien se rendre compte que des fois, quand on fait pas l'effort de se nourrir convenablement, on le paye chez le médecin. C'est-à-dire que aussi la communauté, au niveau des assurances, elle les voit grimper. Donc quelque part, il y a une recherche d'équilibre, et je crois qu'on est un peu tous des funambules en ce moment, parce qu'on sait pas trop qui devrait payer combien, à combien on devrait acheter, à combien on devrait vendre, pour que tout le monde puisse vivre correctement, que ce soit du producteur au consommateur. Et puis celui du milieu, qu'il arrête aussi de se foutre de nous, parce que de temps en temps, ça se passe aussi. Voilà, ça c'est mon avis. J'aimerais savoir, Willy, quand je dis comment on peut faire, ou comment on devrait faire pour que chacun puisse se nourrir de façon convenable, à juste prix. Alors, merci Michel pour cette question, parce qu'effectivement, ça touche beaucoup à toutes mes réflexions sur le commerce. Que tout le monde puisse se nourrir normalement, ça commence déjà par qu'est-ce qu'on a comme agriculture. Et moi, je dis souvent qu'on devrait avoir en fait une politique agricole qui incite à la production biologique, ou même qui rend obligatoire la production biologique, de manière à ce que on garantisse la santé, dans un souci de santé de notre population. L'État, les autorités devraient beaucoup plus se soucier de la réglementation au niveau alimentaire, de manière à limiter au maximum les risques de pollution des aliments et d'intoxication liées aux aliments. Donc ça, c'est une chose déjà importante. Mais comment faire en fait ? Parce que ça, c'est une des premières questions. À cette question-là, il y a beaucoup de mes collègues qui me diront moi je veux pas faire ça, parce que ça permet, on n'arrivera pas à nourrir toute la population, il y a trop de pertes, il y a trop de ci, il y a trop de ça, il y a des prix, il n'y a pas de garantie de marché aujourd'hui pour le bio. Et là, c'est vrai qu'il touche à une question extrêmement importante, qui est quand même la question économique, c'est-à-dire pour que des gens produisent, eh bien, il faut que ça soit rémunérateur, c'est-à-dire qu'ils puissent, il faut pas seulement produire, mais il faut garantir aussi que les gens qui produisent, les gens qui travaillent à la production, eh bien, soient pas des victimes, mais soient des personnes qui se nourrissent aussi bien, qui ont des salaires corrects. Et aujourd'hui, on a une politique économique qui ne garantit pas ça. Et ça, c'est vraiment un des nœuds du problème. Mais ça nous amène à se dire, mais c'est quoi pourquoi on n'arrive pas à payer, pourquoi on n'arrive pas à avoir un marché où les produits sont accessibles à tous. Et ça, c'est une vraie question. Souvent, j'entends dire, mais c'est beaucoup trop cher, les prix là en Suisse sont trop élevés. Alors moi, je suis dans le vin, et dans le vin, par exemple, aujourd'hui, avec les accords commerciaux internationaux, eh bien, on a une concurrence déloyale très forte, puisque les produits étrangers arrivent à des prix extrêmement bas. On a supprimé toutes les mesures tarifaires et non tarifaires de régulation au niveau des prix, au niveau des coûts, et ça a un effet extrêmement mauvais sur la qualité des produits. On a surtout les mesures non tarifaires qui sont en fait les normes qu'on abaisse de manière à pouvoir recevoir des produits moins coûteux que les produits suisses. Et ça a un effet énorme en termes de commerce. Alors pour démontrer à nos auditeurs qu'il y a vraiment un souci, je ne le savais pas, je te remercie de me l'apprendre, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça démontre bien qu'il y a un souci. Tu m'as dit on a donc réajusté les salaires minimums en Suisse, et tu m'as dit qu'il y avait une dérogation
dans le domaine de l'agriculture, ce qui démontre bien que vraiment il y a un mal profond. Là. Alors, c'est juste les salaires agricoles bénéficient d'une dérogation au niveau de la loi. Donc, il faut savoir que la question des salaires minimums, c'est des questions cantonales. Donc, plusieurs cantons, et Genève en fait partie, ont voté, la population a voté sur un salaire minimum. Ce qui est une chose tout à fait honorable, parce que l'accès aux produits, eh bien, la question, c'est quel pouvoir d'achat on a, quel montant on a à disposition pour la nourriture. Peut-être tu le sais, hein, mais il y a 60 ans, 70 ans en arrière, le panier de la ménagère, ça représentait à peu près 40 à 50% du budget du ménage. Et aujourd'hui, on est à 6-7%. Et puis, on est à 6-7% du budget du ménage. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir correctement, qui me disent « Mais moi, je ne peux pas acheter du bio, c'est trop cher. » Donc, cette question des salaires, elle est vraiment très importante quand on parle d'accès à la nourriture. Il faut se dire que ce n'est pas forcément la nourriture qui est trop chère, c'est aussi, il y a trop de salaires qui sont encore trop bas par rapport au coût de la vie ici. Le coût de la vie, c'est quand même, les matières premières coûtent plus cher. Si on augmente si on veut payer des salaires corrects dans l'agriculture, eh bien, ça veut dire des coûts plus élevés. Et là, je reviens sur la question de la votation à Genève, où il y a eu cette votation pour un salaire minimum à 25 francs. Qui est, je crois, normalement de 27 francs 30, quelque chose comme ça. Hein. Qui est normalement de 25 francs minimum avec brut. Hein, ça veut dire que le coût global, c'est clair qu'il est un petit peu plus haut que 25 francs, puisqu'il faut y rajouter les parts patronales. Mais l'agriculture bénéficie dans ce cadre-là d'un revenu plus bas, d'une dérogation à cette loi, parce que on sait que l'agriculture n'a pas la possibilité de payer ça. C'est quelque chose d'assez incompréhensible qu'on puisse dans un pays reconnu comme étant quand même assez riche, qu'on puisse se dire oui, on peut déroger à un salaire minimum, et puis on peut se dire que des personnes qui travaillent dans l'agriculture, c'est beaucoup des étrangers, donc on peut se permettre de les payer un peu moins. Je suis un peu cru en disant ça, mais en étant moi-même exploitant, je regrette vraiment cette situation, parce que je trouve qu'elle est pas acceptable. Et c'est peut-être aussi, c'est aussi ce genre de réflexion qui fait que j'estime aujourd'hui que le prix des produits, on doit tenir compte de tous les coûts, et les coûts salariaux sont quelque chose d'extrêmement important. Ça veut donc dire, en résumé, on en avait déjà touché 2 mots lors de notre premier entretien, il faut que les paysans soient payés à la valeur de leur travail, comme n'importe quelle profession, que tu es carreleur, que tu es horloger ou quoi que ce soit. C'est pas les autres qui vont décider du prix de vente de ce que tu produis, c'est toi le producteur. Alors là, on touche à quelque chose de très important. C'est clair que ça doit être les producteurs doivent être payés le prix juste. Là, ça me fait penser à un élément important pour lequel je me suis un petit peu battu à un moment donné. C'est la question de l'entente sur les prix. Je me suis beaucoup intéressé à la question de la concurrence. Et en fait, jusqu'en 95, on avait dans la loi le droit de contracter. C'est-à-dire que les entreprises avaient le droit de faire des ententes sur les prix. Et ça a été combattu fortement parce qu'on estimait que ça crée des monopoles, ça crée des entreprises dominantes sur le marché. Et en fait,
on s'est trompé complètement là-dessus parce que... Les entreprises dominantes, elles existent aujourd'hui. Et elles sont plutôt dans la distribution que chez le producteur. Hein. Et les entreprises dominantes, aujourd'hui, elles sont plus que dominantes. Elles sont monopolistiques à mort, quoi. Donc, elles dominent tout. Il faut se rendre compte que le droit de contracter, ça permettait à ce que toute la filière d'une production ait un prix qui lui permette de fonctionner. Et ce qu'on s'est pas rendu compte, c'est que de supprimer le droit de l'entente, eh ben, on a créé un marché où c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que le producteur se retrouve tout seul devant le distributeur. Avant, il y avait des prix qui étaient fixés dans des filières. Et une chose hyper intéressante, c'est que le système était assez bien fait puisque s'il y avait un soupçon de monopole ou d'entente illicite, c'était le Parlement qui devait déterminer si c'était illicite. Ça veut dire que, et moi j'ai trouvé très intéressant ça, il faut pas oublier que la Suisse était un pays corporatif, hein, et ceux qui se sont battus contre les corporations, c'est ceux qui voulaient être dominants. Eh bien, ce droit de contracter était intéressant parce que c'est le Parlement qui décidait, donc c'est les représentants du peuple qui décidaient si c'était illicite ou pas. Et pour y considérer comme licite, il fallait démontrer que cette entente, elle avait un intérêt sur le plan local. Elle permettait à ces entreprises qui bénéficiaient de cet accord entre eux d'avoir des apprentis, de faire de la formation, d'avoir des employés qui gardaient jusqu'à la retraite, qui les payaient jusqu'à la retraite, qui leur permettaient des formations continues et tout ça. Donc il y avait un intérêt sociétal qui était très fort. Mais ça pourrait être revisité aujourd'hui, tu penses, pour retrouver quelque chose de plus équilibré à ce niveau-là? C'est pas que je pense que ça doit être revisité, ça doit être revisité. On doit revenir sur des réflexions sur la société, sur comment on veut fonctionner. Et là, ça touche à ça, à la question du droit de l'entente, ça touche à la question des accords commerciaux qu'on passe avec les autres pays. Aujourd'hui, on passe des accords commerciaux qui sont intéressants seulement pour ceux qui font le commerce, mais pour tout le reste des productions, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre de la frontière, c'est une catastrophe. Et moi, là, je reviens de quelques jours, on est allé dans le Luberon, dans la Drôme, dans les côtes du Rhône, avec des hectares et des hectares de terres agricoles et de vignes en friche. On parlait de nourriture, hein, bon. Et on se permet dans nos pays d'avoir des terrains en friche. Et on importe et on fait déforester dans des régions, on soutient de la déforestation pour se nourrir nous, et on a des terrains en friche chez nous. C'est juste honteux, quoi. On est mal barré, là. Est-ce que la paysannerie suisse est prête à, je dirais pas descendre dans la rue, mais parce qu'on peut faire mieux aujourd'hui, parce qu'on peut voter, on peut présenter un tas de motions ou quoi que ce soit pour faire avancer les choses. Ça te préoccupe, je le sais. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de dynamique qui va dans ce sens au niveau des paysans en Suisse? Je pense qu'on est dans une situation pas encore assez grave pour qu'il y ait cette dynamique. Il y a un vrai problème aujourd'hui à aller dans ce sens. Les organisations sont quand même assez inféodées aux politiques, aux autorités. On n'est pas encore maintenant dans cette dynamique. C'est encore le débat. Il y a tout ce débat. C'est sur la question des accords commerciaux. Il y a la question de l'image négative qui a été donnée à des politiques de protectionnistes. Donc il y a du travail politique pour arriver à faire revenir à des réflexions qui permettent de redonner de l'équilibre et surtout de rendre qu'on arrive à des accords qui sont positifs. On n'est pas encore assez dans la mouise, hein. C'est un peu helvétique ça quelque part, je trouve. Ouais. Faut se réveiller.
Donc il y a du pain sur la planche au niveau des producteurs aussi, pour se rendre compte qu'ensemble, encore c'est toujours la base qui fait changer les choses. Donc c'est par là que ça doit aller, c'est clair. Maintenant, tu me disais quelque chose avant qu'on démarre cet entretien, au niveau des commerçants, surtout des marchands bio qui vendent des produits du terroir, etc. En disant que s'ils n'avaient pas une marge de 30%, ils crèvent. Simplement parce qu'il y a les loyers, les charges, etc., qui fait que c'est impossible à assumer. Moi, j'ai entendu dire que pour avoir accès, par exemple, à des géants orange, comme on les appelle en Suisse, quand un paysan il a envie de vendre ses produits par là, c'est pas si évident non plus. Il y a des règles qu'il doit respecter. Je crois même que des fois, il doit sortir son porte-monnaie pour être présent. Tu m'en parles un peu? Tout à fait. Alors c'est vrai qu'au niveau de la grande distribution aujourd'hui, dans beaucoup de situations, il faut participer à des frais, c'est-à-dire qu'il faut payer une référence. Si on a un produit qui est à l'étalage, eh bien on doit payer quelque chose pour la référence. Alors là, les maraîchers ont réussi à contrer, sauf un des distributeurs, je ne vais pas dire non parce que je suis plus très sûr lequel, mais un distributeur qui avait prévu de leur soutirer quelques centimes pour la promotion, je sais pas quoi, et puis ils ont réussi à combattre ça, ce qui est tout à fait normal. Donc excuse-moi, mais moi je suis producteur. Disons que j'ai du persil simplement, des radis, du basilic, ce genre de choses. Il n'y a pas une valeur ajoutée extraordinaire, mais là je vais devoir payer quoi, combien, comment, pour pouvoir avoir une chance de vendre mon persil chez ces gens-là. Alors, le premier problème que tu vas avoir, c'est que le persil ou la ciboulette, mais il y a un autre exemple que j'ai dans la tête, c'est l'ail. Tu sais que je fais les marchés, moi. Tu vends pas de l'ail d'Argentine, etc. Non, mais sur les marchés, tu trouves plus d'ail. La majorité des producteurs ne font plus d'ail ou en font presque pas parce qu'il y en a plein des supermarchés à des prix extrêmement bas qui viennent depuis la Chine. C'est de la folie, ça. Donc il y a des produits qu'on abandonne aujourd'hui au niveau de la production parce que, comme tu l'as dit, ils sont pas à haute valeur ajoutée. Mais ils font des kilomètres et des kilomètres en avion ou en bateau pour venir. Ça aussi, c'est un prix, non? C'est un prix énorme au niveau environnemental. Donc on en arrive à des choses qui n'ont pas de sens. Là vraiment, on fait une production. On a une production. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de surfaces agricoles qui sont pas cultivées dans nos pays. Alors, je te donne un exemple. Je suis dans une grande surface. Excuse-moi, je suis enthousiasmé par notre discussion. Alors, je te coupe un peu. Je suis navré, je me soigne. Mais ça m'arrive de temps en temps. Dans une grande surface, j'ai vu, il y a 2 ans maintenant, il y avait à peu près 500 kilos d'ananas bio en vente. Et j'ai été voir le gérant. J'ai dit, mais attends, ils sont bio, mais est-ce que ça serait pas utile aussi de dire qu'à côté, il devrait y avoir à peu près 800 à 1000 litres de kérosène pour arriver à vendre ici des ananas bio? Ben oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qu'à un moment donné, il faut être un peu cohérent. Est-ce qu'on doit, oui ou non, continuer à manger des ananas? Alors, je pense que on en est. Je vais pas aller je suis pas un puriste jusqu'à dire on doit se priver d'ananas, mais aujourd'hui on a un vrai problème au niveau des ressources et au niveau du gaspillage. C'est-à-dire qu'on met énormément de choses sur le marché et les ananas en font partie. Disons, on va privilégier, on a plein de fruits dans nos régions, on a des fruits, mais on a une offre qui est importante aussi en produits du sud avec comme les ananas, les bananes, les mangues et tout ça à des prix souvent très incitatifs, très intéressants. Donc on pousse à cette consommation parce que il faut pas se mentir, mais les distributeurs gagnent pas mal d'argent sur ce type de produits. Et là on en arrive à la limite, on n'est plus dans l'objet de luxe. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je rappelle, j'ai pas loin de 70 ans. Donc bienvenue au club. Quand j'étais gamin, ça veut dire il y a 60 ans en arrière,
On mangeait des bananes, mais de temps en temps, c'était très rare qu'on mangeait des bananes, mais ça arrivait. Mais ce qui restait dominant, c'était les produits régionaux, parce que c'était ça qu'il y avait sur les marchés, sur les étals, c'était ça. Donc c'est pas de dire, on doit plus du tout manger d'ananas ou de bananes, mais c'est de rééquilibrer de manière à ce que, sans parler des ananas ou des bananes, on peut parler des pommes. Oui. On est dans un pays à pommes. Eh bien, les pommes, c'est des pommes de Nouvelle-Zélande qu'on mange. Moi, mes collègues là autour qui avaient des vergers, les ont tous arrachés presque, ou en grande partie. Donc on mange des trucs d'ailleurs qu'on peut cultiver ici. Et ça nous amène à la question de l'importance de l'agriculture vivrière. Je veux quand même faire un petit clin d'œil à la ferme Courtois qui vend toujours des pommes, et puis au verger de Saint-Loup aussi à côté de chez moi. Ouais. Non, mais heureusement qu'il y a ces gens-là qui ont persisté dans une production. Il y a aussi à Pessy, il y a les Rochers, le domaine des Perrières qui fait aussi, puis j'en oublie plein d'autres. Mais on est en train avec ces règles économiques, des accords qui sont passés, eh bien, on est en train de s'éloigner de plus en plus d'une agriculture vivrière. Puis il y a une histoire de santé là derrière. J'ai appris dernièrement par quelqu'un de tout à fait crédible que pour avoir la même quantité de vitamines dans une pomme que l'on mange aujourd'hui, que l'on mangeait, il y a 30 ou 40 ans en arrière, il faudrait en manger 30. Ah ouais, ça fait beaucoup au petit déjeuner, quoi. Tu vois, c'est pour te dire que on achète moins cher, mais finalement il y a rien derrière. Et puis au niveau de la nutrition, c'est pas le meilleur du monde non plus. Je prends un autre exemple. Tu le sais comme moi, quand on achetait du saumon quand on était jeune, c'était un vrai saumon de chez Saumon. On y mettait le prix 2-3 fois par an, mais c'était vraiment du saumon. Aujourd'hui, le saumon, j'ose plus en manger. Alors évidemment, il est pas cher, mais il y a quoi dedans? Des métaux lourds, des déchets, de la malbouffe, quoi. Est-ce que c'est normal d'autoriser les grandes surfaces à vendre des produits qui sont simplement pas aptes à nourrir des gens? Ils les vendent comme des produits de consommation. Est-ce qu'on vendrait une colle qui colle pas? Un des problèmes, et ça a été l'objet du référendum contre le principe du Cassis de Dijon, c'est que, je prends un exemple, les sirops. Avec le principe du Cassis de Dijon, on est passé des normes suisses qui fait qu'il fallait 70% de fruits dans un sirop de fruits, dans un jus de fruits, je veux dire, à 10% aujourd'hui dans un hectare. Et c'est incroyable. Ça veut dire que on a baissé la norme énormément, puisque quand on parle d'un hectare, on est en train de goûter un rouge. Quand on parle d'un hectare dans le vin ou dans n'importe quel produit, c'est le haut du panier. Et aujourd'hui, un hectare de jus de fruits, eh bien, il peut avoir seulement 10% de fruits dedans. Donc on s'est éloigné. Attends, excuse-moi, il peut ou il doit? J'ai pas bien compris. Il peut avoir que 10%. Parce que moi, quand je prends les sirops de Thierry Desbaillet et de sa maman, j'ai l'impression qu'il y a plus que 10%, là. Je m'étais trompé. Je parlais des jus de fruits plutôt que des sirops, ouais. Donc, dans les sirops, un hectare, aujourd'hui, peut avoir seulement 10% de jus de fruits dedans. On abaisse les normes pour des questions de coût, on diminue toujours plus pour pouvoir vendre les choses moins chères, parce que ce qui fait vendre aujourd'hui, c'est le prix, et on est dans l'incitatif par le prix, quelle que soit la qualité finalement. Il y a une surconsommation qui est beaucoup liée au prix aujourd'hui, au prix cassé, à tout ça. C'est une histoire d'éducation, de communication, de qui tient les rênes, je dirais un petit peu manipulatoire peut-être sur l'incitation à consommer un produit plutôt qu'un autre. Comment le consommateur il va s'y retrouver là derrière après tout ce qu'on vient de dire? Ouais, j'allais dire, je pense,
mais je peux le dire, je crois aujourd'hui, on est en 2025, on est assez loin d'une période extrêmement difficile qui a été la guerre en Europe, et malheureusement, c'est les périodes difficiles qui nous font comprendre la valeur des choses. Et je pense qu'il nous manque aujourd'hui, c'est la valeur des choses. Aujourd'hui, tout est sur le pouvoir d'achat, le prix des choses, mais la valeur des choses et puis le respect des produits de manière à ne pas gaspiller. Aujourd'hui, on est dans un gaspillage qui est monumental. Puis pas oublier la belle énergie que les paysans y mettent quand ils sont à l'œuvre dans les champs, sur leurs terres. Tout à fait. Je pense aujourd'hui, hier, j'ai vu une émission, au téléjournal où il parlait des agriculteurs américains qui se plaignaient des prix, du fait qu'ils n'arrivaient plus à exporter vers la Chine. Mais en fait, je me suis rendu compte, en fait, que ces agriculteurs, parce qu'ils interviewent un agriculteur, que quelqu'un qui travaille la terre, il a un sens des valeurs quand même, quel que soit l'endroit du monde où il cultive. Je crois que c'est le rattachement à la terre. On parle souvent du bon sens terrien. Je crois que c'est une éducation, une éducation à la valeur des choses qui est importante. On doit avoir un raisonnement sur l'agriculture vivrière, sur les circuits courts. Ça doit pas être seulement un discours, ça doit être une réalité. Dernièrement, là, je lisais un article où même les grands industriels européens, il y a des responsables européens qui disent mais on doit protéger notre industrie, on doit protéger ce qu'on fait. Et le sens de la protection, savoir pourquoi on protège, c'est ça qui est important. C'est pas protéger juste pour des questions de fric, d'économie. C'est qu'est-ce qu'on protège. Quand on veut faire une politique où on protège, eh bien, il y a une réflexion sur l'importance du tissu. Je t'ai déjà montré, pour moi, le tissu social, le tissu sociétal, c'est ça, c'est qu'on est dans un endroit du monde où il y a un tissu et partout on doit développer cette idée du tissu, c'est-à-dire c'est ensemble qu'on doit faire les choses. C'est pas on n'a pas chacun un fil, on dépend des fils de tous les autres et c'est ça qu'on doit développer. Alors, sur cette belle trame que nous procurent les paysans du coin, il faut qu'on brode tout cela correctement et mettre le dessin de notre santé, le destin de nos paysans, être attentif à ce que l'on nous enfile et savoir ce que l'on nous enfile, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'on choisit. Et qu'on choisit en connaissance de cause. Chers amis auditrices, auditeurs, j'ai vu la première émission qui est déjà très suivie sur ce qu'a fait Willy ces derniers temps. Donc, je me réjouirai donc de le ressolliciter prochainement parce qu'on a tellement de choses à échanger. Merci Michel. Je peux dire que ça me fait vraiment plaisir de parler de ça parce que pour moi c'est des choses essentielles qu'on débatte de ça, qu'on trouve ensemble des voies qui nous permettent d'aller vers un monde meilleur. Merci la vie. Merci Michel, merci la vie. Un grand merci de votre soutien, merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.